Physique 5e secondaire. Alors, nous commençons la mécanique avec l'étude du mouvement, donc la cinétique. Alors, on va commencer par voir le mouvement rectiligne uniforme. Dans un deuxième temps, dans un autre cours, ce sera le mouvement uniformément accéléré et par la suite, nous parlerons des projectiles. Alors, pour faire plus simple, au lieu de dire mouvement rectiligne uniforme, on peut dire MRU, donc le mouvement rectiligne uniforme. On va commencer par la notion de position. En fait, une position, c'est un vecteur. Donc, on se rappelle qu'un vecteur, nous avons une grandeur où on parle de la norme. Donc, lorsque vous avez étudié en mathématiques les vecteurs, alors la norme, la grandeur, vous pouviez la mesurer. Nous avons un sens qui est donné par la flèche et nous avons l'orientation qui est donnée par l'angle. Dans le mouvement rectiligne uniforme, on va travailler principalement en une dimension sur l'axe des X, donc il y aura pas, on ne parlera pas à ce moment-là d'orientation avec un angle. Bon, donc la position, ça représente l'endroit où se situe un point ou un objet. Lorsqu'on parle d'un objet en physique, on peut dire de façon générale aussi un corps, donc un corps qui est en mouvement. Procédons par un exemple. L'exemple ici, nous avons une école et nous avons la personne A et la personne B qui doivent se rendre à l'école. Alors, lorsqu'on parle de une dimension, donc ici, on se promène à l'horizontale. Alors, on a tracé l'axe des X et la personne qui est notre personne de référence, c'est la personne A. En fait, lorsqu'on parle de position, la position, lorsqu'on parle d'un vecteur, c'est qu'un vecteur, lorsqu'on a donné notre position, par exemple, bien, il faut mentionner des repères. Donc, il faut avoir un système de référence. Le système de référence, il peut en avoir plusieurs. Donc, on peut se retrouver dans un plan cartésien, on peut se retrouver par rapport aux points cardinaux, nord, sud, est, ouest, par exemple. Lorsqu'on parle dans une ville d'une position, on peut parler d'un coin de rue, donc, etc. Alors ici, la personne A est la personne de référence et l'objectif, c'est de se rendre à l'école. Alors, si on parle de la position, si la personne se déplace selon l'axe des X, donc dans le sens de la gauche vers la droite, alors son déplacement sera positif et si la personne se déplace dans l'autre sens, donc le sens opposé à l'axe des X, son déplacement sera négatif. Nous avons la distance ici qu'on peut noter, on va la noter X. En fait, c'est la position, en fait, là. Donc, c'est notre position. Et voilà. Dans certains manuels, on peut retrouver le petit d pour distance. Donc, ici, on va retrouver le X. Et si on parle, par exemple, de la personne A, alors sa position initiale, si on regarde sur l'axe des X, elle correspond à 0 km. Et sa position finale, le but, c'est de se rendre à l'école. Et l'école se retrouve à 1 km. Alors, on dira de cette personne, donc que la position de départ est de 0 km et sa position d'arrivée, elle est de 1 km. Donc, lorsqu'elle se retrouve à l'école, sa position est de 1 km. On va calculer avec ces positions-là. Nous allons calculer des déplacements dans quelques secondes. Ici, j'ai une valeur négative pour la personne B. Alors, sa position initiale à B, on peut dire qu'elle est de moins 0,5 km. Et pour la position finale de B, on peut dire que c'est 1 km. Alors, on est en train d'introduire du vocabulaire, en fait,
pour parler de notions de déplacement, vous allez voir qu'on va avoir aussi position, déplacement, distance totale, les notions de vitesse, les notions d'accélération, etc. Alors, le déplacement, c'est aussi un vecteur et il est symbolisé par delta x. X parce que nous sommes toujours selon l'axe des X à l'horizontale. Et, et c'est une variation, en fait, le déplacement, c'est une variation de position. Donc, comment on la calcule? Alors, la formule, c'est tout simplement d'écrire que le déplacement est égal à la position finale de la personne ou du corps en mouvement, moins la position qui est initiale. Allons voir un exemple. Alors, toujours la même situation. Le but, c'est de se rendre à l'école. Nous avons par la suite système de référence, c'est l'axe des X. Nous avons la personne A, qui est la personne à laquelle nous allons faire référence. Donc, c'est la personne qui nous intéresse, qui va se déplacer selon l'école ou qui va se déplacer aussi selon la personne B. Nous allons voir. Alors, si on voulait mesurer le déplacement, donc la norme de notre déplacement, alors nous avons pour B sa position initiale que nous avons trouvée tantôt qui est de moins 0,5 km et sa position finale à B qui est égale à 1 km. Donc, si nous voulons calculer le déplacement, nous faisons sa position finale moins sa position initiale, ce qui va nous donner 1 km moins 0,5 km. Moins, ça fait un plus. Donc, pour le déplacement de la personne B, nous aurons comme valeur 1,5 km. En fait, le déplacement, là, ça relie, lorsqu'on a un corps en mouvement, c'est un vecteur qui part du point de départ au point d'arrivée. Alors, la personne B, son but, son objectif, c'est d'arriver à l'école. Donc, le vecteur déplacement, on pourrait le tracer de la manière suivante pour B. Alors, c'est de l'origine, donc du départ au point d'arrivée. Pour la personne A maintenant. Alors, pour la personne A, la position initiale est égale à 0 km. La position finale, elle est égale à 1 km, le but étant d'aller à l'école. Alors, le déplacement, le vecteur déplacement fait par la personne A va être égal à sa position finale moins sa position initiale, ce qui va nous donner 1 km moins 0 km. Donc, son déplacement va correspondre à 1 km. Les valeurs étant positives, ça veut dire que nous sommes dans le sens de l'axe des X. Donc, c'est sous-entendu que c'est plus. Alors, si on voulait tracer le vecteur déplacement pour la personne A, on part de l'origine, de son point de départ, et jusqu'au point d'arrivée. Alors, son déplacement, c'est ce vecteur-là, et sa norme est de 1 km. La valeur positive veut dire que c'est dans le sens de l'axe des X. Ensuite, parlons maintenant de la notion de distance parcourue. La distance parcourue, en fait, ce n'est pas un vecteur, c'est vraiment la mesure d'une trajectoire. C'est en valeur absolue. Donc, on va aller calculer vraiment les distances vraiment qui sont marchées par les corps, qui sont marchées par les individus, dans le cas de notre exemple.
Alors, la distance parcourue, on la symbolise par L. Elle est la longueur de la trajectoire, c'est la longueur d'une trajectoire. On ne tient pas compte des directions, c'est pas un vecteur. La trajectoire correspond à la suite de points par lesquels un objet ou un corps passe successivement lors de son mouvement. Alors, c'est la mesure de la trajectoire, c'est ce qu'on retient. C'est ce que la personne ou le corps a réellement fait comme, comme déplacement, là. Alors, on peut la noter. C'est plein de petits déplacements. Donc, un petit déplacement 1 en valeur absolue, un petit déplacement 2 en valeur absolue, et ainsi de suite jusqu'au énième déplacement. Alors, c'est de cette manière qu'on calcule la distance totale parcourue. On peut dire aussi distance parcourue. Avec la situation que nous avons ici, alors si on focus sur la personne A, alors si on veut calculer deux choses, la distance parcourue et par la suite son déplacement. Donc on va calculer les deux. Alors, ce que la personne fait, vous voyez par une flèche en fait, nous avons sa trajectoire, c'est que la personne va aller à la maison de la personne B et ensuite retourne sur ses pas pour se rendre à l'école. Alors, la distance totale parcourue, c'est la mesure de sa trajectoire. Nous allons la calculer. En fait, il y a deux déplacements. Le déplacement de la personne de son point de départ jusqu'à la personne B et ensuite de la personne B jusqu'à l'école. Alors, il y a le déplacement 1 qui est en valeur absolue plus le déplacement 2 qui lui aussi est en valeur absolue. Alors, le déplacement 1, vous avez la position finale qui est moins 0,5 km, moins sa position initiale qui était de 0 km, le tout en valeur absolue, plus le déplacement numéro 2. Alors, ça correspond à la position finale qui est 1 km, moins la position initiale parce que la personne est repartie du point B pour se rendre à l'école, donc moins 0,5 km. Donc, c'est vraiment ce qu'elle a réellement parcouru, la personne. Alors, ça nous donne 0,5 km plus un 1,5 km, hein, c'est en valeur absolue. Donc, la personne a parcouru, sa distance totale parcourue, ou la mesure de sa trajectoire, équivaut à 2 km. Ensuite, si on parle du déplacement maintenant, son déplacement, nous avons sa position finale moins la position initiale qui correspond à, donc sa position finale, c'est de se rendre à l'école, donc c'est 1 km, moins sa position initiale, elle part de chez elle, donc 0 km, la personne A étant toujours la référence ici. Donc, vous avez 1 km. Donc, le vecteur, c'est un vecteur, le déplacement. Donc, vous avez, on pourrait le représenter par la flèche qui est verte ici. Donc, du point de départ au point d'arrivée, voilà le déplacement. Et par contre, la distance parcourue, c'est la mesure de la trajectoire. Donc, c'est du point de départ au point d'arrivée et on calcule vraiment les kilomètres parcourus par la personne. Nous avons un autre exemple ici. Donc, l'exemple A, un samedi matin, toujours avec la même situation, l'élève A va se rendre chez l'élève B qui demeure à 500 mètres plus loin, ou on peut dire 0,5 km plus loin de l'école. Quel déplacement effectue l'élève A, puis quelle distance parcourt-elle? On faisait allusion à une personne, une fille. Alors, juste pour se rendre chez la personne B, donc c'est ce qu'on veut mesurer. Alors, la personne B, elle est ici.
Alors, on veut se rendre chez elle. Donc, la personne A veut se rendre chez elle. On demande le déplacement et par la suite, la distance totale parcourue. Alors, le déplacement, toujours de la personne A, bien entendu. Alors, c'est sa position finale. Elle se rend chez la personne B, donc moins 0,5 km, moins sa position initiale qui était de 0 km, ce qui nous donne un déplacement de moins 0,5 km. Le moins veut dire tout simplement qu'on se déplace dans le sens inverse de l'axe des X. Lorsque je parle de l'axe des X, ne pas confondre avec le X de la position, mais c'est parce que nous sommes sur l'axe des X que nous parlons de position de la variable X pour la position. Maintenant, la distance totale parcourue, nous avons un simple déplacement en valeur absolue, alors qui correspond à la position finale qui est moins 0,5 km, moins la position initiale de 0 km, en valeur absolue, le tout donne 0,5 km. Alors, la trajectoire parcourue ici correspond, pas avec le même signe, là, mais correspond en norme à la même valeur. Donc, la personne, son vecteur déplacement correspond à ceci. Et en même temps, la mesure de sa trajectoire en valeur absolue correspond à 0,5 km. C'est la trajectoire réelle parcourue par la personne. Un exemple B maintenant. Alors, toujours avec la même situation, avant d'aller à l'école, située à 1 km de sa maison, l'élève A va aller chercher l'élève B chez lui. Alors, toujours par rapport à l'élève A, quel déplacement effectue l'élève, puis quelle distance va parcourir l'élève. Alors, nous avons la situation. Alors, on demande le déplacement. En fait, le déplacement, on peut le voir rapidement. Hein? Ça relie le point de départ au point d'arrivée. Donc, on peut voir tout de suite qu'il va être de 1 km. Si on veut l'effectuer, donc c'est la position finale moins la position initiale. La position finale, c'est toujours l'école, donc 1 km, moins sa position initiale qui était de 0 km, ce qui nous donne un déplacement positif de 1 km. C'est le vecteur déplacement. Ensuite de ça, en passant, on peut omettre le signe, pas le signe, mais la petite flèche au-dessus de notre valeur vectorielle pour le déplacement parce que nous travaillons en une dimension. Ensuite, la longueur de la trajectoire. Il y a deux déplacements en fait. Le déplacement de l'élève A qui va vers le B et ensuite, l'élève A va partir de la position de la maison de B pour se rendre à l'école. Alors, nous avons un premier déplacement en valeur absolue, plus un deuxième déplacement aussi en valeur absolue. Alors, si on effectue le calcul, ça va nous donner en valeur absolue position finale, donc moins 0,5 km. Ça, c'est dans le premier déplacement. Moins 0 km en valeur absolue, plus le deuxième déplacement en valeur absolue. Donc, c'est de partir, c'est de se rendre finalement à la position finale à 1 km, moins la position initiale était de moins 0,5 km. Donc, le tout en valeur absolue, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, ça va nous donner 2 km de réellement parcouru par la personne. Alors, c'est la distance totale parcourue. Maintenant, allons un petit peu plus loin dans le mouvement rectiligne uniforme. On va analyser le tableau, le graphique aussi de la vitesse. Alors, le mouvement rectiligne uniforme, on rappelle les lettres MR. Souvent, on va dire aussi MU. On sous-entend qu'il est rectiligne, le mouvement. C'est un mouvement en ligne droite qui se produit à vitesse constante. On va aller faire des analyses de tableaux maintenant, pas de tableaux, mais de graphiques. Alors, nous avons pour des intervalles de temps égaux que le corps va parcourir la même distance. Donc, la distance parcourue, elle est égale.
Ça veut dire, si j'ai par exemple une petite automobile et que celle-ci roule, fait un mouvement rectiligne uniforme, à ce moment-là, que va-t-il se produire? C'est que, par exemple, à chaque intervalle de 2 minutes, 2 secondes, peu importe, elle va parcourir la même distance. Donc, c'est ça qui est particulier. Donc, 2 secondes plus tard, ce sera la même distance parcourue. Donc, la distance sera la même. Ici, ce qu'on va retrouver, supposons petit d pour distance, ce sera la même. Et voilà, et ainsi de suite. Donc, pour un intervalle de temps, les intervalles de temps qui sont égaux, la distance est la même. Donc, c'est ce qui caractérise un mouvement rectiligne uniforme. Alors, vous allez voir que le graphique va révéler cette vitesse qui est constante. Nous procédons à la représentation graphique de la position en fonction du temps, toujours avec notre exemple. Le tableau des résultats position-temps de l'élève A qui va chercher l'élève B avec le dernier exemple. Alors, si on fait le tableau de résultats avec la position de l'élève A, pour se rendre chez le B, avant d'aller à l'école, nous avons au point, donc si on ajoute le temps, par exemple, on s'est donné un temps, donc à 0 minute, le temps étant en minutes, le temps on l'a identifié par la petite variable t, donc le temps ici est en minutes, la position en kilomètres de notre corps en mouvement qui est l'élève A. Donc, à 0 minute, il n'a pas commencé encore à se déplacer, donc 0 km de parcouru. 5 minutes plus tard, il se retrouve à moins 0,5. Donc, il est chez l'élève B. Hein, on peut retourner voir la trajectoire ici dans notre exemple, l'exemple qu'on retrouve ici. Donc, on a parcouru cette distance-là en 5 minutes. Donc, l'élève A, on ajoute la notion de temps là, pour parler de graphique. On va faire un graphique, donc ce sera la position en fonction du temps. Et par la suite, lorsqu'on a 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, donc ça c'est 5. Ensuite, un autre 5 minutes, donc 10 minutes plus tard, il va se retrouver donc à la position, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc le 5 minutes, donc il va se retrouver à la position 0, donc sur ses pas, parce que là, on avait parcouru 5 minutes. Excusez-moi, là. On avait parcouru 5 minutes. Donc, un autre 5 minutes qui s'additionne. Donc, on est rendu à 10 minutes. Hein, la trajectoire inverse se fait aussi dans le même temps. Nous sommes rendus à la position 0. Donc, retournez voir dans votre tableau là, de résultats. Donc, 10 minutes plus tard, nous sommes revenus à la position initiale pour l'élève A toujours. Et par la suite, 20 minutes plus tard, nous sommes rendus à l'école. Alors, nous sommes rendus à la position 1. Alors, retournons voir notre tableau de résultats. Notre tableau de résultats nous démontre hein, que lorsqu'on est rendu à 10 minutes de déplacement, nous sommes revenus à notre position initiale, puisque ça a pris 5 minutes pour se rendre chez B, chez l'élève B. Et 20 minutes plus tard, nous sommes rendus vraiment à la position finale qui correspond à celle de l'école. Maintenant, allons voir l'allure du graphique. Nous allons faire le graphique de la position temps de l'élève A qui va chercher l'élève B avant d'aller à l'école. Alors, voici le graphique. Alors, il suffit tout simplement de placer les points. Nous avons mis le point 0, 0, 0 minute, 0 km. Ensuite, nous avons le point ici qui est 5 minutes, moins 0,5. Rappelez-vous, 5 minutes plus tard, l'élève A était rendu chez l'élève B. Il y avait une position de moins 0,5 km. Et 20 minutes plus tard, ici,
Nous avons le couple, 20 minutes, et la position, 1 km qu'on peut lire sur l'axe des Y. Alors, notre position ici, elle est en kilomètres, notre temps, il est en minutes. Alors, tout simplement, on a pris les valeurs du tableau de résultats et nous avons placé ces valeurs-là dans un graphique, donc de la position en fonction du temps. Ce que nous remarquons, c'est la chose suivante. On va faire l'analyse de tout ça. On va faire un traitement d'unité. Alors, une fois que nous avons positionné nos points, ce que nous pouvons remarquer. Alors, on peut diviser, je vais la diviser de la façon suivante avec une ligne pointillée, là. Alors, ici, nous avons comme deux parties comme ça, une première, donc que l'élève A, c'est un premier déplacement que l'élève A va faire. Donc, il va partir de chez lui et il va se rendre chez l'élève B. Et ensuite, un deuxième déplacement, l'élève A va partir de l'élève B pour se rendre à l'école. Donc, nous avons comme deux courbes qui sont différentes. Je rappelle que les courbes en maths ou en sciences, c'est un terme général pour parler de tout ce qu'on peut retrouver finalement dans un graphique. Donc, des droites, des courbes, etc. Alors, ici, ce que nous pouvons faire lorsque nous avons un graphique, eh bien, c'est un calcul de pente. Donc, nous allons faire de l'analyse et du traitement d'unité pour découvrir qu'est-ce que ça va nous donner le calcul de la pente d'un tel graphique. Alors, l'analyse du graphique, il vous reste assez de place dans votre document là, pour faire l'analyse du graphique. Nous allons calculer la pente. Alors, la mesure de la pente, on se souvient en mathématiques, la mesure de la pente, c'est tout simplement, en mathématiques, vous avez appris que c'était une variation des Y sur une variation des X. Hein? Variation de ce qu'on retrouve à l'ordonnée sur la variation de ce qu'on retrouve sur l'abscisse, donc sur l'axe des X. Alors ici, sur l'axe des Y, nous avons notre position qu'on a notée X. Donc, faites attention pour ne pas vous mêler, là. La position, nous sommes toujours en une dimension, c'est le X. Même si c'est l'axe des Y, là, des Y, je comprends, là, mais le graphique, c'est que la personne se déplaçait selon l'axe des X. Donc, la position, on l'avait noté X tout simplement. Donc, ça va être une variation des X sur une variation du temps. Donc, ça revient comme en mathématiques, variation des Y sur la variation des X, ne pas se mêler. Nous, en physique, on a vraiment des axes qui sont identifiés avec des variables particulières. Ces variables-là, ben, l'axe des X, c'est le temps, puis l'axe des Y, ben, c'est la position qu'on a décidé de noter par la lettre X, donc delta X. Alors, de quelle façon on calculait en mathématiques les pentes? On faisait le Y2 moins le Y1 qui correspondait à l'axe des Y, mais l'axe des Y, nous, c'est le X2 moins le X1. Et l'axe des X, c'était le X2 moins le X1. Nous, ça correspond au temps, donc T2 moins T1. Alors là, je vais calculer la pente, mais pour la première partie de ma courbe, hein, je ne peux pas, étant donné que j'ai deux courbes différentes, deux droites différentes, je ne peux pas aller calculer la pente globale de tout ça. Alors, je vais aller calculer la pente. Alors, je prends deux points quelconques sur la droite. Donc, je peux prendre le point, le couple en fait 0 minute, 0 km, et le couple 5 minutes, moins 0,5 km. Ici, c'est mon, hein, si on se ramène à nos mathématiques, c'est comme si c'était x1, y1, x2, y2. Donc, si je fais mon y2 moins mon y1, donc mon x2 moins mon x1, parce que nous, on parle de position ici, je vais donc écrire moins 0,5 km, moins 0 km, divisé par
mon temps qui est 5 minutes moins 0 minutes. Alors, je retrouve comme pente. Une pente négative, c'est tout à fait normal étant donné que la pente, la droite, elle est descendante. Donc, c'est un peu ce que vous avez étudié en mathématiques. Alors, nous, ça donne comme traitement des unités des kilomètres par des minutes. Pensez à vos panneaux de signalisation sur la route. Des kilomètres par heure, ça correspond à quoi? Ça correspond à une vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque nous avons un graphique de la position en fonction du temps? Alors, lorsqu'on calcule la pente ou le taux de déplacement, hein, le taux, c'est une pente. Au cégep, vous allez plutôt parler de dérivée. Je vais revenir sur cette notion-là un peu plus tard. Donc, la dérivée, c'est tout simplement le calcul d'une pente, le calcul d'un taux. Alors, comme on travaille avec des fonctions plus compliquées au cégep, alors on apprend des façons de calculer des pentes rapidement à l'aide des outils de la dérivée. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la pente d'un tel graphique va nous donner une vitesse. Ah! Alors ça devient intéressant. Le moins que nous avons obtenu, parce que la vitesse, c'est aussi un vecteur. Donc la vitesse, c'est une valeur vectorielle, qui a un sens, qui a une orientation, qui a une grandeur. Alors le moins, c'est tout simplement pour dire que nous allons dans le sens opposé à l'axe des X. Maintenant, si nous calculons la pente de la deuxième droite qui est ascendante cette fois-ci, alors on va aller chercher sur cette droite-là, on va aller se trouver deux points, deux couples en fait. Donc, vous avez l'embarras du choix. On peut prendre le couple qui est ici et ici aux extrémités, mais je pourrais prendre n'importe quel couple, celui qui est ici avec celui qui est ici, peu importe. C'est une pente qui va être constante. Hein? Vous avez une pente qui est une droite qui est oblique, donc vous allez obtenir une pente qui est constante. Alors, si on prend notre position finale, donc le x2 qui correspond finalement à la variation en mathématiques y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, nous, c'est correspondant à une position en kilomètres, moins, donc je prends tout simplement dans mon graphique là, ce que j'ai fait, calcul de la pente, hein, le deuxième point étant ici, donc j'ai fait 1 km moins 0,5 km divisé par 20 minutes moins 5 minutes. Donc, le tout divisé par 20 minutes moins 5 minutes. Ça va me donner 1,5 km divisé par 15 minutes. Je n'ai plus de négatif parce que, rappelez-vous, lorsque la personne part du point B pour aller à l'école, elle est dans le sens normal, correct de l'axe des X. Alors, ça va nous donner la même vitesse parce que la vitesse est constante, mais elle va être positive. Donc, la personne circule à la même vitesse. Et voilà. Et ça correspondait en fait en inclinaison à la même inclinaison. Donc, c'est pour ça que nous avons calculé la même pente. Par contre, pour une droite descendante, c'est une valeur négative et pour une droite ascendante, c'est une valeur qui est positive. Donc, c'est pour cette raison. Alors, la pente, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la pente d'un graphique, vitesse-temps, pour un mouvement qui est rectiligne uniforme, la pente représente une vitesse. Continuons maintenant avec l'exemple. Alors, le jour suivant, le mouvement de l'élève A est représenté par le graphique suivant. Donc, une autre journée, l'élève A veut se rendre à l'école. On va aller voir son graphique. Alors, c'est toujours la position en kilomètres par rapport au temps, donc en fonction du temps. Si on avait un titre à inscrire, on pourrait inscrire position en fonction du temps parce que le temps, c'est la variable indépendante.
Alors, nous avons cette fois-ci cette allure de graphique. Comme on a fait tantôt, c'est bien d'aller vraiment démarquer les trois types de courbes que nous retrouvons. Donc, on va les noter, on va les numéroter par des chiffres. Alors ici, premier, deuxième, troisième, en fait, ça correspond à des déplacements. Alors, on peut voir ici que c'est l'élève A qui part et qui s'en va à l'élève B, donc sens inverse de l'axe des X. Si on retourne à notre exemple là, des deux élèves avec l'école. Ensuite, ici, il y a un palier. Ça veut dire que l'élève A attend à peu près, il attend 5 minutes chez l'élève B. Donc, l'élève B est probablement en train de se préparer. Ensuite, l'élève A se met à marcher et se retrouve à la position 1, donc à l'école. Lorsque on regarde le temps, ça veut dire 15 minutes plus tard, se retrouve vraiment à l'école. Donc, il y a eu comme dans le temps, un 5 minutes pour se rendre chez l'élève B, ensuite un 5 minutes d'attente et ensuite un 15 minutes pour se rendre à l'école, pour un temps total de 25 minutes. Alors, encore là, nous avons des couples. Nous avons le couple ici 0 minutes, 0 km. Ici, nous avons le couple 5 minutes, moins 0,5 km. Ici, nous avons le couple 10 minutes avec moins 0,5 km. Et ici, nous avons le couple 25 minutes, 1 km. Mais en fait, on a beaucoup plus de couples, mais c'est les principaux couples. Alors, les questions qu'on va vous poser sont les suivantes. Quelle est la position de l'élève A au temps t égale 2,5 minutes? Alors, nous allons faire de l'interpolation. C'est dans la portion, donc on retrouve, on va aller faire la lecture. Donc, à 2,5 minutes, c'est ici, on demande quelle position l'élève A possède, donc à quelle position il est. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'interpolation. Hein. On va directement voir la mesure sur la courbe. Et ça correspond ici, étant donné que nous avons 0 et ici moins 0,5. Alors, en plein centre, ça correspond à moins 0,25. Alors, ça, c'est une lecture directe. Donc, pour répondre à la première question, c'est la position qu'on nous demandait à t, qui était égale à 2,5 minutes. À ce moment-là, nous aurons, on peut l'inscrire comme ça, donc la position à 2,5 minutes, elle est égale à moins 0,25 km. La deuxième question, on vous dit quel est le déplacement, cette fois-ci, de l'élève A entre les temps 0 minutes et 20 minutes. Le déplacement, c'est ce que nous voulons. Donc, le déplacement, on retourne voir notre graphique. Alors, entre 0 et 20 cette fois-ci. Alors, je vais aller chercher mon couple ici. Ce que j'ai, c'est 20 minutes. Et la position, c'est 0,5 km. Alors, la question qu'on nous pose ici, c'est le déplacement. Ce n'est pas la même chose. Alors, le déplacement, c'est la position finale moins la position initiale. Alors, de l'individu, la position. Donc, si j'écris mes couples, je vais les amener, mes couples. Alors, c'est entre 0 et 20 minutes. Alors, 20 minutes, à 0, nous avions 0 minutes, 0 km pour la position. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner comme déplacement, la façon dont nous allons le calculer? Ça, c'est toujours pour l'élève A.
Alors, c'est la position finale, c'est à 20 minutes. La position initiale que nous avons avant de partir. Alors, la position finale à 20 minutes, on va aller la voir sur notre graphique. À 20 minutes, elle correspond à 0,5. Alors, nous allons l'écrire ici, 0,5 km moins la position que nous avons initiale, donc à 0 minutes, qui est 0 km, ce qui nous donne un déplacement de 0,5 km. Vous pouvez retourner voir la mise en situation. Donc, nous avons ce déplacement-là. Il y a une autre question maintenant. Quelle est la distance totale parcourue, hein, la mesure de la trajectoire par l'élève A lorsqu'on part de 0 jusqu'à 20 minutes, donc dans un temps de 20 minutes. Alors, retournons voir le graphique. Le graphique, on a trois droites, une descendante, une qui est à l'horizontale, une qui est ascendante. Ici, il n'y aura pas de distance parcourue parce que c'est le temps qui avance et on reste toujours à la même position. Par contre, dans cette première portion-là, il va y avoir une distance parcourue. Même chose pour la troisième droite oblique, nous aurons une distance parcourue. Donc, toujours entre 0 et 20 minutes, nous avons la distance totale parcourue qui correspond à trois déplacements. Donc, celui qui correspond à la première courbe, à la première droite, donc de 0 à 5 minutes. Je vais le noter comme ça. Plus la deuxième courbe, c'est de 5 minutes à 10 minutes. Plus, c'est toujours en valeur absolue, hein, c'est les distances réelles parcourues. L'autre correspond à un temps qui va de 10 à 20 minutes. Alors, les distances, donc si vous avez la position finale, toujours en valeur absolue, elle est de moins 0,5 km. La position initiale, donc à 0, là, elle correspond à 0 km. Plus, maintenant, lorsque vous êtes à 10 minutes, vous êtes à la position de moins 0,5 km. Moins à 5 minutes, moins 0,5 km. Et par la suite, dans le dernier sprint, lorsque vous êtes à 20 minutes, vous êtes à 0,5 km. Ces mesures-là, je fais la lecture sur le graphique, bien entendu. Et vous avez la position à 10 minutes. Allez voir, vous êtes à moins 0,5 km. Alors, tout ça, c'est en valeur absolue. Allons calculer le déplacement, donc la mesure de la trajectoire. Ici, ça va nous donner 0,5 hein, en valeur absolue, là, plus. Ici, ça va nous donner 0 km, plus. Ici, ça va nous donner 1 km. Alors, la trajectoire, le total, la distance réelle parcourue par l'élève A correspond à 1,5 km. Donc, nous avons, si on revient ici, parcouru ici 0,5 km, ici 0 km, et ici, pour se rendre à 20 minutes, nous avons parcouru 1 km, ce qui fait un total de 1,5 km. Maintenant, toujours dans le bas de cette page-là, si on calculait la vitesse pour chacune des droites qu'on retrouve dans le graphique. Donc, la vitesse 1, la vitesse pour la deuxième courbe, la vitesse pour la troisième courbe. Alors, nous savons que c'est une variation de la position sur le temps. Alors, je prends tout simplement dans le graphique, je vais aller calculer ma pente, tout simplement. Donc, je peux prendre ce couple-là, 5 minutes et moins 0,5 km, et le couple 0 minutes, 0 km. Donc, pour la partie 1. Alors, nous allons donc retrouver, je vais faire le calcul tout de suite, moins 0,5 km. Je prends ça dans le graphique. Moins 0 km.
c'est la variation de la position. Sur la variation du temps, qui est 5 minutes, moins 0 minutes, va apparaître un signe moins pour dire que nous sommes dans le sens inverse de l'axe des X, ce qui va nous donner une vitesse de moins 0,1 km par minute. Dans la deuxième portion du graphique, alors la vitesse, la personne, elle est en attente. Elle attend après la personne B. Alors, on va calculer, on va démontrer que ça donne réellement 0 km par minute. Donc, ça, ces valeurs-là, je vais les chercher. Ce sont mes couples, en fait. Et voilà, ma variation de la position divisée par le temps, ma variation de mon temps, ce qui va me donner une pente ici qui va être tout simplement égale à 0 divisé par 5 minutes. Ça correspond donc 0 km divisé par 5 minutes, ce qui correspond à 0 km par minute. Alors, la personne est arrêtée, il n'y a pas de vitesse. Et dans la portion 3, nous allons mesurer, toujours, je prends mes couples, hein, si je reviens ici, je prends toujours les couples que j'ai identifiés, donc ça peut être n'importe lequel, la pente est constante ici. Alors, je vais calculer la vitesse dans la portion 3 de mon graphique. Alors, ça va correspondre à 0,5 km. La variation de la position, moins 0,5 km. Le tout divisé par mon 20 minutes. C'était pour donc le 20 minutes, moins le 10 minutes. Ce qui va nous donner cette fois-ci, hein, la pente, la droite, elle est ascendante, ce qui va nous donner une valeur positive de 0,1 km par minute. Alors, voyez-vous, lorsque nous avons un graphique position en fonction du temps, nous pouvons calculer la pente de ce graphique-là pour les droites qu'on retrouve et ça nous donne la vitesse. Alors, la vitesse, je l'ai mentionné tantôt, c'est un vecteur. Très important, ça a un sens, une orientation, ça a aussi une norme. Alors, la vitesse décrit le rythme auquel une variation de position se produit. En fait, c'est une variation de position sur un temps. La vitesse a la note petit v. Elle est égale au déplacement par intervalle de temps. Donc, c'est un déplacement qu'on fait par intervalle de temps. En fait, c'est un taux de déplacement. On vient de le calculer, c'est une pente. Donc, c'est un taux de déplacement. Donc, c'est la pente. Ça veut dire quoi? C'est la pente d'un graphique position-temps. On vient d'en calculer 3 vitesses à l'aide du graphique position-temps. Alors, la vitesse, c'est la variation de la position sur la variation du temps. Alors, c'est une pente du graphique. Alors, comment on peut la représenter? La position 2 moins la position 1 divisé par le temps 2 moins le temps 1. Je le répète, hein, notre temps, c'est notre axe des X dans le graphique, là, dans le plan cartésien. Et notre Y, c'est notre position, c'est notre X. C'est de cette manière que nous avions identifié nos axes. Alors, nous l'avons mentionné tantôt, une vitesse, si l'objet, le corps qui est en mouvement, va dans le sens de l'axe des X, hein, de l'abscisse, alors ça va être une vitesse qui va être positive. Et si le corps va dans le sens inverse de l'axe, la vitesse sera négative. Bien entendu, la vitesse comme unité, elle peut prendre différentes unités, mais dans le système international, l'unité de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Bien entendu, ce n'est pas vraiment pratique parce que le mètre par seconde,
ça nous révèle pas ça nous donne pas une idée de grandeur, en fait, de la vitesse. Juste pour vous donner un petit exemple, si vous avez une vitesse qui est égale environ à 27,8 mètres par seconde, eh bien, cette vitesse-là correspond en kilomètres par heure à une vitesse de 100 kilomètres par heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la vitesse? Donc, allons un petit peu plus loin. Alors, revoyons la pente d'un graphique position-temps. Alors, la pente, c'est un rappel, hein, pour apprendre par cœur. On répète et on répète et on répète. La pente ici, ce serait une variation de ma position, hein, qui est x, sur la variation de mon temps. Alors, ce que ça nous donne, en fait, je vais répéter x2 moins x1 divisé par t2 moins t1. Et cette pente-là, pour un mouvement rectiligne uniforme, cette pente-là va être constante. Donc, ça veut dire que lorsqu'un corps a un mouvement rectiligne uniforme, c'est que la vitesse est constante. C'est pour ça le mot uniforme, ça veut dire constant. Donc, c'est la vitesse qui est uniforme tout le long du mouvement de l'objet, du corps qui est en mouvement. Donc, on écrit que la pente, alors c'est des questions qu'on peut vous poser dans des exercices ou dans des examens. Si vous avez un graphique position en fonction du temps, quelle sera la pente? Que nous donnera la pente? Eh bien, ça nous donnera une vitesse, tout simplement. Alors, allons voir maintenant le traitement des unités. Des unités, comme on le fait tantôt. Alors, si c'est une variation d'une position, supposons qu'il est en mètres, ce sera sur la variation du temps, supposons qu'il est en secondes, et on sait que des mètres par seconde ou des kilomètres par heure, peu importe, ça correspond à des unités de vitesse. Donc, ça, c'est une unité de vitesse. Alors, pour nous, en physique, c'est vraiment, ça représente vraiment des choses très concrètes lorsqu'on fait le traitement des unités dans des graphiques. Ça nous représente des vitesses et dans quelques instants, nous allons voir aussi l'accélération. Alors, bien entendu, toujours pour un mouvement rectiligne uniforme, la pente d'un graphique position en fonction du temps va nous donner une constante. Et cette constante-là correspond à une vitesse. Et ce qu'il y a de particulier dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est constante. Très important, il faut apprendre ça par cœur. Ensuite, si on regarde qu'est-ce que ça donne, un graphique de la vitesse en fonction du temps, toujours pour un mouvement rectiligne uniforme, bien, par exemple, ça nous donne une vitesse qui est constante et une fonction constante en maths, ça nous donne dans le graphique une droite qui est à l'horizontale. Donc, c'est une fonction qui est constante en tout point. Nous avons que la vitesse ne change pas. Donc, en tout temps, la vitesse ne change pas. Ça, c'est toujours pour les mouvements rectilignes uniformes. Par la suite, que va nous donner? Donc, on va aller faire des petits exemples. Un petit exemple. Alors, nous avons ici une voiture qui roule à 80 km par heure sur une route droite entre deux villages. Et nous avons entre les deux villages une distance de 80 km. Alors, on vous demande combien de minutes, donc c'est le temps, met l'auto pour effectuer le parcours. Alors, nous allons poser notre problème. Pour un mouvement rectiligne uniforme, nous avons une vitesse constante qui est de 80 km par heure. Ça le dit, hein? Vous allez parcourir 80 km pour une heure. Nous avons un déplacement entre les deux villes qui correspond à 10 km. On nous demande le temps que nous allons avoir pour parcourir cette distance. Alors, pour un mouvement rectiligne uniforme, il existe une seule formule, c'est celle-ci, donc qui est la variation de notre
Position sur la variation du temps. Comme nous voulons le temps, hein, l'écart de temps que ça a pris, nous allons isoler le delta t. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ici, c'est une petite formule très simple. Alors, nous arrivons à delta x sur la vitesse. Si nous substituons, nous aurons 10 km divisé par la vitesse qui est 80 km par heure. Le traitement des unités, hein, diviser les unités, là, ça nous fait comme une fraction, 80 km sur heure. Divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Les kilomètres vont rester au dénominateur, mais l'heure va monter au numérateur. Alors, nous allons avoir un temps en heures qui sera égal à 0,125 heures, mais le temps, nous le voulons en minutes. Alors, on va faire une transformation juste avec une simple règle de 3. Nous savons que, donc nous voulons connaître 0,125 heures, ça correspond à combien de minutes. Nous savons, hein, dans la règle de 3, si nous avons les heures ici, on va mettre l'unité de l'heure. Donc, nous savons qu'une heure correspond à 60 minutes. Alors, si nous effectuons notre calcul, ça va nous donner 0,125 heures multiplié par 60 minutes, le tout divisé par une heure. Par le traitement des unités, vous allez voir qu'il nous reste des minutes, 7,50 minutes. C'est ce qu'on cherchait. L'exemple B. L'exemple B. Le graphique représente, le graphique que vous avez tout de suite dans le bas de cet énoncé de question, le graphique représente le trajet de l'élève A, toujours avec la même représentation qu'on a fait au début. Il est constitué de deux mouvements rectilignes uniformes successifs. On demande quelle est en kilomètres par heure la vitesse de l'élève A durant les 5 premières minutes. On demande quelle est en kilomètres par heure la vitesse de l'élève A pour les 15 dernières minutes. Alors, allons voir. Notre graphique, c'est le graphique position-temps. Regardez toujours qu'est-ce que vous avez sur l'axe. Et nous avons l'axe dx, en fait, qui est le temps en minutes. Donc, si vous ne le voyez pas bien, là, le temps il est en minutes, la position est en kilomètres. Alors, ce qu'on nous pose comme question, alors, on peut voir qu'il y a deux types de mouvements. Il y en a un qui est dans le sens inverse de l'axe dx et il y en a un qui est dans le sens de l'axe dx. Je vais aller juste délimiter mes deux mouvements par des pointillés et je vais inscrire trajectoire 1, trajectoire 2 et voilà le déplacement. Donc, position 1, position 2. Ensuite, nous avons des couples. Hein, on retrouve 0 minutes ici et le couple 0 km. Ici, nous avons le couple 5 minutes moins 0,5 km. Et nous avons ici le couple 20 minutes 1 km. Alors, si vous voulez faire référence à ce que vous avez appris en maths, c'est comme si c'était notre X, notre Y. Hein? Le X, on le place toujours en premier, mais nous, notre X, c'est notre temps. Alors, nous avons plusieurs questions. On va répondre dans l'ordre. On nous demande quelle est en kilomètres par heure la vitesse de l'élève A durant les 5 premières minutes. Alors, on va l'appeler, comme elle correspond à notre première courbe, hein, de 0 à 5 minutes. Nous allons l'appeler vitesse 1. Alors, la vitesse 1, c'est tout simplement le calcul de la pente. Hein? Et voilà, l'écart de temps 1, la position, donc l'écart de position 1. Alors, le calcul de la pente, moins, donc Y2 moins Y1, comme en mathématiques. Donc, moins 0,5 km, moins 0 km, divisé par 5 minutes, moins 0 minutes. Ça nous donne, et c'est normal, une pente qui est négative puisque la personne A se rend vers la personne B
donc dans le sens inverse. Par contre, ça nous donne des kilomètres par minute et on nous demande des kilomètres par heure. Alors là, c'est sous-entendu que ce sont des kilomètres pour une minute. Une minute, c'est quoi en heure? On va aller voir. Une minute, ça correspond à combien d'heures? Nous savons qu'une heure correspond à 60 minutes. Donc, si nous voulons transformer, en fait, c'est une minute multiplié par une heure divisé par 60 minutes. Donc, en fait, ce que ça donne des heures. Alors, c'est rare que je laisse ça en fraction, mais je vais laisser ça en fraction. Alors, cette unité-là, le kilomètre, il est correct. Hein? On veut des kilomètres par heure. Donc, on va aller transformer le 1 minute en heure. C'est 1 sur 60 heures. Donc, une valeur divisée par une fraction, ça revient à faire moins 0,1 km multiplié par 60. Et voilà, sur une heure. Et voilà. Alors, ça va nous donner moins en kilomètres par heure, 6 km par heure. Et voilà. Continuons maintenant pour la deuxième partie de la courbe. En fait, on veut savoir quelle est en kilomètres par heure la vitesse de l'élève A durant les 15 dernières minutes. Alors, si nous retournons dans notre graphique, les 15 dernières minutes, donc les 15 dernières minutes, c'est à partir d'ici jusqu'à 20 minutes. Donc, on a déjà 5, 20, donc 20 moins 5. L'intervalle de 15 minutes, il est ici, là, 5, 10, 15. Donc, on veut connaître la vitesse dans cet intervalle-là de... Oups. Et voilà, on va aller la calculer, cette vitesse. Alors, c'est notre déplacement. On va prendre les couples que j'avais identifiés. On va faire le calcul tout de suite. 1 km moins 0,5 km, le tout divisé par le 20 minutes, 20 minutes, moins le 5 minutes. Je vais effacer, c'est pas beau, hein? Et voilà. Donc, 20 minutes, moins 5 minutes. Alors, si on effectue, ça va nous donner une vitesse pour la deuxième courbe qui va être positive de 0,1 km par minute. Bon, je n'ai pas besoin d'aller faire la transformation. Là, j'avais tantôt 0,1 km, moins 0,1 km par minute. Hein, c'est ce que j'avais tantôt. Ce qui nous avait donné une vitesse qui était de moins 6 km par heure. Donc ici, j'ai la même vitesse en kilomètres par minute. Donc, ça va nous donner 6 km par heure. Donc, la personne parcourt 6 km en une heure. Le plus veut dire tout simplement que c'est selon l'axe des X dans le même sens de l'axe des X. Maintenant, traçons le graphique de la vitesse en fonction du temps. Le titre serait vitesse en fonction du temps, toujours avec notre exemple de l'élève A. Donc, c'est la position ici. On peut inscrire position avec l'unité entre parenthèses. On aurait pu écrire le X aussi, avec entre parenthèses les kilomètres. On n'oublie pas que notre position, c'est notre variable X. Et l'axe des X, en fait, c'est notre temps qui est en minutes. Alors, si nous voulons tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps, on peut aller séparer ici, tiens, notre temps, 5, 10, on va se rendre à 20, 15, 20, et voilà. Ici, on peut graduer par coup de 5 aussi, 5, 10 au niveau des positions. Même chose ici, moins 5, moins 10. OK, donc on va aller faire pour
première partie, c'était les 5 premières minutes. Qu'est-ce qu'on avait? On avait tout simplement une vitesse qui était égale à en kilomètres par heure. Ah, c'est vrai, je vais mettre mon temps. On va l'exprimer en kilomètres par heure, hein? Et voilà. Ça va être plus facile. On l'a gradué de toute façon de cette manière-là. Donc, ici, ça va être des heures. Je vais aller le corriger sur mon document. Bon. Alors, on va mettre des heures. Et voilà. Donc, on avait trouvé pour la première portion. Je vais la délimiter. Vous n'êtes pas obligé de toujours délimiter, mais moi, j'aime bien délimiter. Donc, pour ma première portion, en fait, nous avions... Oups. On va aller couper ici. On va aller réécrire. J'ai un petit problème technique. Je m'en excuse. Donc, nous avons ici. Alors, nous avons une vitesse constante qui était de moins 6. Donc, je vais juste être un petit peu plus bas que le moins 5. Et dans la deuxième portion, donc les 15 dernières minutes, nous avions une vitesse de plus 6 km par heure. Et voilà. Donc, ça nous donne, on pourrait les séparer, les démontrer, séparer les deux portions avec une petite ligne en pointillé ici pour montrer les deux portions. Alors ça correspond au déplacement 1, déplacement 2. Nous avons ici, oups, tantôt j'ai fait vraiment une erreur. Hein? Ouh, c'est tard, j'ai dit la vitesse. Ah mon Dieu, quelle erreur, hein? Quelle horreur. Je reviens, je reviens, je reviens. Alors, nous avons, je m'en excuse, la vitesse. On pourrait inscrire V hein, en kilomètres par heure. Alors, je m'excuse de moi. Je m'excuse. Alors, c'est la vitesse en kilomètres par heure en fonction de notre temps en heure de l'exemple que nous avions juste avant. Alors, on peut voir que la vitesse est constante. Nous continuons maintenant. On rappelle la formule hein, qui correspondait au calcul de la pente d'un graphique position en fonction du temps. Donc, la formule de la vitesse, si on la transforme autrement, alors si on fait ceci, par exemple, si on isole le delta x, ça va nous donner delta x qui est égal à v fois le delta t, et voilà. Et ça correspond à quoi en fait? Ça correspond à l'aire de la surface sous la courbe d'un graphique qui est la vitesse en fonction du temps. Alors là, donc on va aller calculer on va avoir des formes géométriques en dessous de nos droites dans un graphique vitesse en fonction du temps. Et nous allons pouvoir calculer l'aire de ces figures géométriques-là. Au cégep, ça va s'appeler faire des intégrales. Donc, l'inverse de dériver, c'est d'intégrer. Donc, au cégep, on va appeler ça aller faire des intégrales. Et voilà. Alors ici, on va faire notre traitement des unités. J'ai pris un graphique général de la vitesse ici qui est en mètres par seconde en fonction du temps qui est en secondes. Alors, nous avons une vitesse constante et quelconque. On pourrait donner n'importe quelle valeur. Et nous avons un intervalle de temps qui est quelconque. Donc, un temps T1, puis un temps T2 ou un temps initial, un temps final. Et regardez sous la courbe, hein, la courbe étant un terme général là, en maths ou en sciences, ça peut être une droite. Donc ici, c'est une droite horizontale. Donc sous la courbe, regardez qu'est-ce qu'on retrouve. On retrouve cette surface. Alors l'aire de cette surface va nous donner, donc l'aire sous la courbe, va nous donner notre position. Donc si on fait le traitement des unités, allons le faire. Traitement des unités. Nous allons voir apparaître l'unité de la position. Alors l'aire, quelle est la figure géométrique qu'on retrouve ici? C'est un rectangle.
Alors, l'aire d'un rectangle, c'est tout simplement la longueur fois la largeur. Ici, on peut dire la- l'écart de temps. Donc, ici, c'est le delta T. Ça nous ramène à notre formule. Fois, ici, c'est quoi? C'est un delta V. Donc, notre base fois la hauteur, notre longueur fois la largeur, peu importe. Alors, ça correspond à V fois le delta T. Ça correspond à l'aire d'un rectangle ici. Et si nous faisons le traitement des unités, alors le traitement des unités, lorsqu'on fait la multiplication, donc les unités, ça va correspondre ici, la vitesse, elle est en mètres par seconde, multipliée par le temps qui est en secondes. Alors, au niveau du traitement des unités, les secondes vont se simplifier et voyez-vous, on voit apparaître un déplacement, l'unité d'un déplacement, le mètre. Donc, l'aire sous la courbe va nous donner, lorsqu'on a un graphique vitesse en fonction du temps, va nous donner un déplacement. Donc, on s'en va vraiment dans l'analyse des graphiques. On va donner un exemple. Alors, l'exemple, nous avons le mouvement d'une voiture qui est décrit par le graphique. La position initiale de la voiture vaut 200 mètres. Alors, initialement, nous avons 200 mètres déjà de parcouru par la voiture. Quelle est la position de la voiture à un temps de 20 secondes et quelle est la position de la voiture à un temps de 40 secondes? On va aller voir notre graphique. Quel est le graphique que nous avons? C'est un graphique de la vitesse en fonction du temps. La vitesse est en mètres par seconde. Vous pouvez l'écrire, on ne le voit pas très bien. Et le temps, il est en secondes. Alors, on nous demande de calculer, dans un premier temps, la position de la voiture en un temps de 20 secondes. Donc, la position lorsque la voiture a parcouru une distance pendant un temps de 20 secondes. Alors, regardez, c'est un graphique de la vitesse en fonction du temps. Nous voulons une position. Nous voulons une distance parcourue. Alors, c'est le calcul de l'aire sous la courbe qui va nous donner ça. Et la courbe, eh bien, nous avons 20 secondes multiplié par, donc sous la courbe, nous avons un rectangle qui correspond à la largeur ou la longueur, donc de 20 secondes, multiplié par la largeur qui correspond à une vitesse de 30 mètres par seconde. Ce qui nous donne 600 mètres, pardon. Donc, la position, ce que l'automobile a vraiment parcouru, c'est 200 mètres plus 600 mètres, puisqu'on nous a dit qu'elle avait déjà parcouru dans l'énoncé que sa position initiale était de 200 mètres. Donc, elle avait déjà parcouru 200 mètres. Alors, ce qui nous fait 800 mètres de parcouru par l'automobile dans les 20 premières secondes. Par la suite, quelle est la position à 40 secondes? Même chose, donc à 40 secondes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à 40 secondes, je vais prendre une nouvelle couleur pour l'identifier. Donc à 40 secondes, nous avons encore là un rectangle. On peut avoir des figures géométriques, le triangle, le carré, etc. Donc, nous allons prendre notre largeur ou notre longueur, peu importe, qui correspond à 40 secondes, que nous allons multiplier à la largeur ou à la longueur, comme vous voulez, mais qui correspond à notre vitesse. Ce qui nous donne 1200 mètres parcourus. Donc, l'automobile a parcouru 1200 mètres. Nous sommes dans le positif, donc je peux dire vraiment qu'elle a parcouru ça. 1200 mètres, on est dans le sens, on a des vitesses positives, donc on a une vitesse positive, donc on est dans le sens correct de l'axe des X. Donc, nous avons 1200, mais comme on avait déjà, on partait de 200 mètres comme valeur initiale, nous l'additionnons à notre 1200 mètres, ce qui nous donne 1400 mètres. Donc, et voilà, on a répondu à la question.
Maintenant, on va parler de la notion d'accélération. Vous allez voir dans votre manuel pour le mouvement rectiligne uniforme, on n'en parle pas vraiment, on va en parler plus dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, mais on va aller pousser un petit peu plus loin l'étude de notre graphique. Alors, l'accélération, c'est la petite variable A. C'est une variation de vitesse, donc c'est la pente qui va être calculée à partir d'un graphique vitesse en fonction du temps. C'est un taux de variation, c'est un taux de variation de la vitesse, tout simplement, en fonction du temps, donc en grandeur ou en orientation, ou les deux. On dit par variation de grandeur, on entend soit une augmentation ou une diminution au niveau de l'accélération. Alors, l'accélération, ça va se calculer de la façon suivante. Alors, c'est une variation de vitesse sur une variation de temps. Alors, c'est la pente d'un graphique, vitesse, temps, tout simplement. Alors, on va aller prendre la vitesse 2 moins la vitesse 1, hein, la variation des Y sur la variation des X, et voilà, divisé par T2 moins T1. Alors, c'est ça, l'accélération. C'est la pente d'un graphique vitesse-temps. C'est un taux de vitesse. L'accélération, vous pouvez vous l'écrire, c'est un taux de vitesse. C'est la pente d'un graphique vitesse-temps. Alors, tous ces graphiques-là, on va aller voir un exemple. Alors, à l'aide du graphique vitesse-temps, trouvez l'accélération d'un corps qui est en mouvement. Alors, j'ai pris ce graphique-là. Si on veut trouver maintenant l'accélération, qu'est-ce que nous avons dit? Ça correspond à la pente. La pente, on va aller se trouver deux points, peu importe. Ce point-là, on peut prendre par la suite le point qui est ici. Mais on sait déjà, hein, l'étude en mathématiques là, des fonctions constantes comme ça, on sait que la pente est nulle. Mais on va aller quand même le démontrer. Donc, un V2 moins un V1 divisé par T2 moins T1. Alors, si nos couples, le premier, c'est 0 secondes, 30 mètres par seconde. Le deuxième, 20 secondes, 30 mètres par seconde. Alors, la vitesse 2, c'est notre 30 mètres par seconde, moins la vitesse 1, c'est aussi 30 mètres par seconde, divisé par le temps 2, c'est 20 secondes, moins le temps 1 qui est 0 secondes. Alors, voyez-vous, par le traitement des unités, j'obtiens 0 mètres par seconde divisé par 20 secondes. Et au niveau des unités, ce que ça nous donne, ça, c'est 0 mètres par seconde carrée. Donc, l'accélération, elle est exprimée, écrivez-le, en mètres par seconde carrée. Ça ici, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est comme si j'avais 0 mètres sur seconde et à côté, j'ai fois 20 secondes. Donc, ça nous donne 0 mètres au numérateur sur 20 secondes multiplié par seconde, ça donne 20 secondes au carré. Et 0 multiplié par 20, ça donne 0 mètres par seconde carré. Alors ici, l'accélération, on voit bien que c'est un taux de vitesse. Hein? C'est un taux de vitesse, c'est combien la vitesse elle augmente par seconde, par exemple. Alors que la vitesse, c'est un taux de déplacement, de combien l'auto ou le corps en mouvement se déplace par rapport au temps. Maintenant, allons faire un petit résumé de tout ça. Il faut avoir pour le mouvement rectiligne uniforme une photographie dans notre tête des trois graphiques. Donc, ici, nous avons que la position temps, donc ça c'est le graphique position temps, pour un mouvement uniforme, ça nous donne une droite. Elle peut être descendante, elle peut être ascendante, elle peut être au niveau en dessous de l'axe ici de l'axe des X, mais c'est sûr et certain que nous avons une droite, tout simplement. Si nous calculons la pente, elle va être constante et elle va nous donner la vitesse. Donc, le calcul de la pente d'un graphique position-temps nous donne le graphique de la vitesse
en fonction du temps, donc vitesse temps. Et si nous calculons maintenant la pente de ce graphique, nous aurons l'accélération, puis l'accélération d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est une valeur qui est 0. Donc, si vous calculez la pente, si elle est nulle. Alors, nous sommes directement sur l'axe du temps pour montrer que c'est nul. À l'inverse, qu'est-ce que nous avons vu lorsque nous avons un graphique vitesse en fonction du temps? Si nous calculons l'air, nous sommes en mesure d'obtenir le graphique position en fonction du temps. Alors, ça, c'est très, très important. Je termine avec l'aspect pratico-pratique en laboratoire. Donc, vous allez voir le matériel en laboratoire. Nous allons avoir, souvent c'est soit une masse qui va être en mouvement ou ça va être une petite voiture qui va être en mouvement. Un matériel que nous avons besoin, c'est le compteur enregistreur ou un compteur à étincelles, mais nous, on va utiliser le compteur enregistreur. En fait, ce sont des compteurs qui marquent un ruban avec des points pour des intervalles de temps qui sont réguliers. Et ce ruban-là, nous l'attachons derrière notre corps en mouvement. Si c'est une petite auto, nous attachons le ruban derrière l'auto et le ruban passe dans le compteur. Vous allez avoir la chance de le voir en démonstration. Donc, et nous avons besoin d'une règle ou d'un mètre pour calculer les distances. Alors, le ruban, si on fait le petit schéma avant, là, on va aller voir le petit schéma. Donc, nous avons une petite auto. Et derrière cette auto, nous attachons un petit ruban. Alors, ça, c'est le petit ruban. On le colle tout simplement avec du papier collant. Donc, voici le ruban. Et par la suite, nous avons le compteur enregistreur. Je vais le placer ici. En fait, c'est une boîte rectangulaire. Vous pourrez observer le principe. Donc, il y a un petit clou qui frappe le ruban. Et il le marque, il va me le marquer et nous avons une fréquence environ de 60 Hz. Ça veut dire qu'il fait à peu près 60 petits mouvements par seconde. Donc 60, il va imprimer, il va faire des petits points sur le ruban. Donc, il va en faire 60 par seconde. Donc ici, je vais prendre quand même d'une façon générale, je vais vous le montrer. Imaginons que notre petit compteur fait un point à chaque 2 secondes. Donc, on pourrait avoir ça comme fréquence, là, à chaque 2 secondes. Alors, on pourrait voir sur le ruban, donc les points, on va aller voir sur un ruban. Donc, sur le ruban, ce que ça nous donnerait ceci. Des points qui sont équidistants, donc ça veut dire même distance les uns par rapport aux autres. Et à ce moment-là, c'est ça qui caractérise un mouvement rectiligne uniforme. Donc, supposons 0 secondes, 2 secondes plus tard, là, on est rendu à 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes et ainsi de suite. On aurait un intervalle de temps qui serait le même. Donc, si on le calcule, par exemple, par rapport à notre exemple, nous avons 8 mètres de parcouru, un autre 8 mètres. Regardez la distance pour un même intervalle de temps, elle est constante. C'est ce qu'on disait, c'est ce qui caractérise un mouvement rectiligne uniforme et ainsi de suite. Alors, le ruban serait marqué par des points et on peut aller mesurer avec la règle les distances entre les points. Bon, là, c'est sûr que j'ai pris les mètres et des secondes ici. Donc, si on revient à nos petites automobiles, 2 secondes plus tard, elle a parcouru 8 mètres, 2 secondes plus tard, 8 mètres, et encore 8 mètres, et ainsi de suite. La vitesse est constante. C'est ce qui caractérise un mouvement rectiligne uniforme. Allons faire le petit tableau de résultats. Alors, notre position ici, elle est en mètres. Notre temps, il est en secondes. Nous avons, bon, on peut mettre le temps 0 secondes et la position 0 mètre. La petite automobile n'aura pas parcouru de mètres lorsqu'elle est au repos. Ensuite, nous avons les temps 2, 4, 6. Alors, si nous retournons voir ce que ça nous donnait, soit sur le ruban, donc à 2 secondes, pendant 2 secondes, les 2 premières secondes, l'automobile a parcouru 8 mètres. Ensuite, si on retourne, pardon,
si on retourne sur notre ruban ou même sur notre schéma, 4 secondes plus tard, elle est rendue à 16 mètres. Donc, 16 mètres. On retourne maintenant à 6 secondes plus tard, elle est rendue à 3 plus 3 plus 3, 24 mètres. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec un tableau position en fonction avec un tableau position temps? On peut faire un graphique de la position en fonction du temps. Et vous allez voir apparaître l'allure de la courbe. Alors ici, c'est ma position. L'axe des Y, c'est ma position. Qu'on a TX, là. Donc, qui est en mètres. Et ici, c'est notre temps en secondes. Donc, on peut peut-être graduer de la façon suivante. On peut écrire notre 2, notre 4, notre 6. Et ici, on peut peut-être écrire notre 8, 16, 24. On va y aller de façon très simple. Par la suite, nous avons le point 00, le point 28, le point 416, le point 624. J'ai pris mes valeurs dans le tableau. Ensuite, on peut faire notre droite moyenne. On arrive pile sur les points. Et voilà. Donc, voici l'allure de notre graphique position en fonction du temps. Si nous calculons maintenant, supposons que nous prenons le couple 0 seconde, 0 mètre, et le couple ici 6 secondes, 24 mètres. Et si nous calculons la pente, rappelons-nous, la pente correspond à la vitesse. Lorsque nous avons un graphique position en fonction du temps, ça correspond à la vitesse. Et la vitesse, qu'est-ce que nous faisons? La variation de la distance divisée par la variation du temps, ça nous donne 4 mètres par seconde. Alors, nous avons une vitesse constante pour ce mouvement-là de 4 mètres par seconde. Elle est positive, elle est dans le sens de l'axe des X. Allons faire maintenant, toujours pour le même exemple, le graphique vitesse en fonction du temps. Donc, la vitesse va être en mètres par seconde. Notre temps va être en secondes. Alors, c'est pas vraiment compliqué. On peut graduer de la façon suivante. 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes. Et la vitesse, nous avons calculé qu'elle était égale à 4 mètres par seconde. Alors, ça correspond tout simplement à une droite horizontale dans notre graphique. J'ai même fait de l'extrapolation. J'ai dépassé le temps. Donc, on peut voir par la suite si nous faisons le calcul. Donc, supposons que j'ai le point 0 seconde, 4 mètres par seconde, et le point ici qui est 6 secondes. Oups. Donc, 6 secondes. Et 4 mètres par seconde. Si nous calculons la pente, qu'est-ce que nous donne la pente ici? C'est l'accélération qui correspond à la pente. Donc, la pente ici correspond à l'accélération. Alors, si nous calculons notre variation de notre vitesse sur la variation de notre temps, nous obtenons 0 mètre par seconde divisé par 6 secondes, ce qui nous donne 0 mètre par seconde carrée, ce qui caractérise le mouvement rectiligne uniforme. Alors, ça termine toute la notion portant sur les mouvements rectilignes uniformes. Si vous avez des questions sur Patiosciences, Facebook, et vous pouvez aller sur le site Internet pour avoir le document PDF de ce cours.